spéciales seront maintenues au-delà du 31 décembre. Vous avez vu que le retrait a commencé à 120. Normalement, il y en a 2500 à 3000 qui devraient se retirer d'ici la fin de l'année, mais il y aura toujours un maintien des forces spéciales pour l'éradication. Et je pense, et ça c'est une question quand même, sur laquelle je dois dire que le président français a fait quand même un pari qui était courageux par rapport à la question des otages, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ils disent qu'on a des preuves de vie, etc. Je pense qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a, par rapport à cette question, il n'y a pas de choix. On négocie ou on ne négocie pas. Pendant longtemps, on était dans un entre-deux, c'est-à-dire on disait on ne négocie pas, mais on négociait. Et donc, résultat, ça ne faisait que propager ces prises d'otages. Et il y a des États qui ont été beaucoup plus durs. C'est vrai qu'ils ont perdu quelques citoyens, notamment la Grande-Bretagne est beaucoup plus ferme, et souvent, les Anglais n'ont pas eu de prix, mais ils ne négocient pas. Et je crois qu'on est rentré dans cette phase-là, et je pense que très honnêtement, il devrait y avoir une unité nationale sur cette question-là. C'est effectivement très douloureux pour les familles, à titre personnel, mais là, franchement, on est rentré dans un processus où, visiblement, on voit bien que les preneurs d'otages eux-mêmes ont hésité à exécuter, etc. Même Abu Zaïd, qui avait fait les enlèvements d'Areva Vinci au Niger, lui-même est mort dans les combats. L'autre, je ne sais pas, les Tchadiens qui l'avaient tué, donc je ne sais pas sûr. Mais bon, et ça aussi, ça c'est la surenchère des vies. Voilà, donc je voulais préciser ces petites choses et voilà. On va essayer d'être bref dans les interventions de manière à ce que la parole puisse circuler et que tout le monde puisse s'exprimer. J'ai déjà une question à côté de moi. Oui, bonjour, bonsoir, je suis Dominique Dalmeda, je suis d'origine congolaise. Bien, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'Afrique francophone est réellement indépendante? Oui, alors, c'est vrai que c'est une grosse question. Est-ce que l'Afrique est réellement indépendante? C'est sûr que si on prend les choses par rapport à une indépendance réelle, qu'est-ce que c'est d'abord? La souveraineté. C'est sûr que quand on a vu ce qui s'est passé au Mali, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le Mali n'était plus maître de son territoire. L'armée malienne a subi des replis stratégiques en replis stratégiques, mais on n'est quand même pas dû. Moi, je dirais bien que le pays existe. Ces pays, ça fait depuis 1960, ces États existent. Ils sont peut-être des États faibles, mais ils ont des institutions, il y a une représentation de ces pays sur le plan international. Donc on ne peut pas dire que ce sont des pantins. Mais par contre, c'est des États qui sont en construction. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent par rapport à toutes ces rébellions, il va falloir trouver, innover. Et c'est là que les organisations sous-régionales, que ce soit CDR ou l'Union africaine, doivent innover, proposer des solutions pour juguler ces crises. Parce que sinon, on ne peut pas parler de développement, sinon on ne peut pas parler on ne peut pas avoir un espoir à ces populations africaines au moment où tout le monde entier attend justement que cette région, cette partie du monde décolle enfin. Donc, indépendant, ça dépendra de ce que vous mettez dans le terme, c'est sûr que, mais on est dans un monde de plus en plus globalisé. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse se donner des moyens régaliens. Et les moyens régaliens, c'est vrai que la plupart des États ne les ont pas. En dehors de quelques-uns, quand on prend des pays comme l'Angola ou des pays comme, qui peuvent se projeter, il y a très très peu de pays aujourd'hui qui peuvent être dans ces situations-là. En Afrique noire, hein, en Afrique du Sud, etc. Je voulais juste compléter une chose. Je crois qu'il y a un paradoxe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ibrahima. Il faut effectivement un État, il y a des pouvoirs régaliens. Et si aujourd'hui, rien n'a pu se faire au Mali sans la France, c'est parce que, même si la France a formé les armées africaines pendant 50 ans, elle les a formées de telle sorte que ces armées ne sont pas autonomes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire face à des situations dans des États qui font plus d'1 million de kilomètres carrés,
avec des frontières à perte de vue, voilà, sans avoir quelques hélicoptères de combat, voire même quelques avions chasseurs. Je sais que le discours que je fais va à contre-courant de ce qu'on nous dit, le développement. Mais tout ce que l'on voit en ce moment montre que si on veut aller vers cette indépendance, il faut que ces États d'Afrique soient dotés de moyens qui leur permettent une certaine autonomie. Moi, je peux vous dire, par exemple, le président du Niger, en ce moment, malgré la situation difficile du Niger, où il a quand même mis en place un plan contre la crise alimentaire, les Nigériens nourrissent les Nigériens, etc., eh bien, il ne pourra pas faire l'économie d'acheter quelques hélicoptères de combat, voire 2 avions chasseurs, s'il veut ne pas résoudre ses problèmes, s'il ne veut pas être contraint d'appeler des puissances extérieures pour résoudre ses problèmes. Je crois qu'il ne faut plus se voiler la face. Il peut y avoir des discours lénifiants sur le développement, sauf qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de développement et il n'y a pas d'indépendance. Alors il faut quand même, à un moment donné, et certains chefs d'État d'Afrique, par rapport à cela, commencent à prendre les choses en main. Et le problème qui est soulevé, l'indépendance, c'est évidemment un problème tellement énorme, mais moi je crois que les premiers éléments de réponse, ce qui se passe dans le Sahel, montrent bien qu'un État d'Afrique, soit à l'échelle de son État, soit à l'échelon sous-régional, si ça peut revenir moins cher, doit se doter de moyens de défense contre ces rébellions, contre ces apparitions du terrorisme. Pourquoi il va se nicher là, le terrorisme? Pourquoi il va se nicher au nord du Mali? Parce qu'il sait qu'il est tranquille. Mais dès qu'effectivement, il n'a pas fallu grand-chose pour reprendre Tombouctou. Vous avez vu en combien de temps ça s'est fait? Et je ne veux pas être mauvaise langue, mais les Américains qui sont sur place depuis des années, ils n'ont pas d'arrêter les gens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un jeu étrange où finalement le terrorisme servirait d'épouvantail, mais en attendant, on ne fait pas grand-chose pour lutter? Je dois dire que c'est au crédit de la France, de l'État français de Hollande, d'avoir pris cette décision. Parce que maintenant, on voit réellement ce qu'on peut faire, si effectivement on peut éradiquer ou pas, dans une partie du monde, le terrorisme. Oui, moi, Claude Yabanda, je suis, je ne sais pas si je dois me lever, je dois me lever. Alors, mon nom c'est Claude Yabanda, je suis centrafricain. Bon, je vais simplement, effectivement, aller un peu dans le sens pour, comment je dis, parfaire le décor de ce qui se passe en République centrafricaine ou dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et je pense qu'il y a l'homme Déby qui est toujours là, il y a des djihadistes, et je pense que le Mali a été une diversion. Et aujourd'hui, les djihadistes se sont installés en République centrafricaine par la volonté aussi de l'homme Déby. Je crois que vous avez entendu parler longuement de la Séléka, un rassemblement hétéroclite de rébellion qui, en quelques jours, en fait, même en un mois, ont conquis le pouvoir. Ils ont conquis le pouvoir en République centrafricaine. Cette offensive, la dernière, a été coordonnée par 2 généraux, un général tchadien et un général soudanais. Le général tchadien était soutenu par Déby. Le général, il y a le général soudanais, bon, qui joue aussi, je crois que le jeu de Béchir. Mais c'est eux qui ont coordonné l'offensive sur Bangui et qui ont pris le pouvoir. Mais indépendamment de cela, on peut se poser la question. Aujourd'hui, le président de la République centrafricaine qui est autoproclamé, Djota, on a une correspondante de Djota. Il est de la FACAGA, c'est-à-dire dans la zone des 3 frontières, Tchad, Soudan, République centrafricaine. Il est centrafricain, mais dans la zone des 3 frontières. On a une correspondance de Djota qui, ça a été validé, les sources ont été validées parce qu'il y a des militaires centrafricains de la FACA qui ont authentifié les sources et il y a même une conférence qui s'est tenue à Niamey, il y a des photos. Et pendant qu'il était dans la rébellion,
de Jota a écrit à la conférence islamique pour demander effectivement de l'aide en ressources, en hommes, en art et des ressources financières. Il dit que les musulmans sont maltraités, que ce soit au Tchad, en République centrafricaine, mais si vous m'aidez, si je prends le pouvoir, je vais déclarer la charia en République centrafricaine. Et il a pris le pouvoir. Mais il était en concurrence avec le deuxième homme fort, le troisième homme fort du pouvoir, il s'appelle Noureddin Adam. Noureddin Adam, il a fait ses études de police en Égypte. Ensuite, une fois qu'il a terminé en Égypte, il est allé en Arabie Saoudite et au Qatar. Et il était dans la sécurité rapprochée des princes au Qatar. Et donc aujourd'hui, Noureddin aussi est ministre d'État. C'est le troisième homme du pouvoir en République centrafricaine. Et donc nous voyons qu'effectivement, c'est des problèmes complexes qui se posent, hein, c'est-à-dire que les solutions ne sont pas simples. Et je pense qu'au-delà des discours lénifiants, c'est de dire est-ce qu'on est indépendant ou on n'est pas indépendant, je crois que la solution ne viendrait pas de là. C'est-à-dire qu'il faut, à un problème complexe, il faut peut-être des solutions aussi bien pensées. Je pense que du point de vue mathématique, au départ, on peut trouver des réponses analytiques bien faites. Non, je pense que le problème est qu'il faut revoir notre logiciel, il faut revoir notre manière de penser. Et ce qui nous reste effectivement, c'est de dire, hein, ça c'est un principe, je pense, quand le vampire règle perd ses moyens. Je pense que plus on apporte de la lumière, par exemple, sur l'homme débile, ce qu'il fait, quand on le dénonce, petit à petit, il va perdre de son pouvoir ses facultés de nuisance. Et ça se passe un peu partout, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais le problème de développement, je pense que ça aussi, ça viendra après, parce que, bon, je ne peux pas monopoliser la parole, hein, je laisse la place au débat. Merci. On va enchaîner, il y a deux personnes qui veulent poser des questions. S'il vous plaît, soyez brefs dans vos interventions. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mohamed Suleiman. Je suis un étudiant tchadien en première année de droit. Je rappelle aussi, j'aurais aimé que Mme Saoulba soit là pour que je lui réponde, mais dommage que le fils du Déby, ce n'est pas lui qui est à la tête de Fatim, qui est notre force de l'armée tchadienne de l'intervention au Mali, mais c'est le général Zakaria Biko. Lui, il est un adjoint, c'est vrai, parce que son papa il est président, donc on peut le voir facilement, mais il n'est pas le chef. Et aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup parler de Déby par rapport à l'enlèvement du Guillaume Alassane. Mais pourquoi ne pas aussi juger Déby lorsqu'il a été très souple en, je ne sais pas, en octroyant la liberté à ces mêmes gens qui ont tenté de voler 103 enfants, 103 enfants valent plus qu'un Guillaume Alassane. Et malheureusement, la France était là parce que comme ce sont des ressortissants français qui ont été, je ne sais pas, libérés, donc dans ce point, Déby est bon, il est gentil, pour qu'on le laisse tranquille, on n'écrit pas un livre sur lui, on le juge ni à la télé. Et puis, ça c'est dommage quand même, parler de ce point aussi. Parce que moi, ça me fait mal, j'ai eu des petits frères et des voisins aussi qui faisaient partie de ces 103 enfants. Et puis, beaucoup d'Italiens, dont moi aussi j'en fais partie, avaient soutenu François Hollande lorsqu'il était candidat parce qu'on espérait qu'il allait ouvrir le dossier du Guillaume Alassane dont vous venez d'évoquer, mais malheureusement aujourd'hui on voit qu'il a au contraire noué des liens forts avec Déby pour des questions d'intérêt, parce que je crois c'est la situation centrafricaine. François Hollande a consulté aussi Déby et au Mali il collabore avec lui, d'où je suis un peu pessimiste sur le dossier d'Ibn Alassane parce que même si François Hollande quitte, un autre Français va arriver à la présidence, il ne va jamais ouvrir ce dossier, d'autant plus qu'il y a le pétrole qu'on va offrir à la France parce que
général de Gaulle a dit bien clairement que la France n'a pas des amis, mais plutôt des intérêts. Et ces intérêts sont détenus par des présidents qui tuent des gens. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle en Afrique, il y a des bons dictateurs et des mauvais dictateurs. Les bons sont lesquels? Sont ceux qui donnent le pétrole, donnent de l'or, de l'uranium, dont Déby fait partie. Et les mauvais dictateurs sont les Gaddafi qui ne donnaient rien du tout. Même si aujourd'hui, si Déby, je vous jure, même si Déby décide de ne pas donner notre pétrole à la France, il sera chassé au bout d'un mois. Je prends la pari même au prix des matins. Mais Gaddafi il a été chassé parce qu'il ne donnait rien. Et si Gaddafi avait décidé de donner son pétrole à la France, à la Grande-Bretagne, à toute cette puissance, il aurait dû vivre, même s'il a déraillé Benghazi de la carte mondiale. Parce que pour les puissances occidentales, même si tu tues 1 million de personnes, ça ne dit rien. Mais lorsque tu ne donnes pas, c'est là où tu es un mauvais dictateur. Et pour finir maintenant, le problème de la Centrafrique, par exemple, c'est vrai, Déby peut-être il a collaboré, plus ou moins, mais quand même, monsieur, Déby n'est pas le seul qui a orchestré ce problème. Derrière Déby, il y a la France, pour des questions d'intérêt, toujours, ça c'est évident, qui a essayé aussi de collaborer à travers Déby. La France aussi a donné sa voix pour que Déby lâche son ami d'hier, qui était votre président de Chine, François Bozizé. Et d'où aujourd'hui, la seule qui a pris le pouvoir, mais ce n'est pas Déby seul. Donc peut-être désormais, si vous voulez parler, il faut prendre la France aussi, qui a donné son aval. Je vous remercie. Peut-être, Monsieur Laberty, vous souhaitez répondre? Non, je remercie particulièrement Maître Suleiman pour cette intervention. Dans le bouquin, je parle de l'affaire de ce qu'on appelait l'arme de les Français, et justement, enfin, vous verrez si vous voyez le bouquin, je cite bien que Sarkozy, en fait, officiellement, il a dit que ça n'avait pas été au centre des discussions, cette affaire de l'Arche de Zoé, mais en réalité, on sait très bien que si, puisque ça s'est dénoué après. Et par contre, quand il a fait son voyage, pour les médias français, il a donné l'impression qu'il s'occupait des droits de l'homme, de Ibn Omar, etc., alors qu'il savait parfaitement quel avait été son sort. Et il a dit non, Arche de Zoé, ça n'a pas été au cœur des discussions. En réalité, on sait très bien que si. C'est-à-dire que là, vous dénoncez toute l'hypocrisie, ce qu'on dit aux gens, la réalité. Et vous avez tout à fait raison, quand en 2003, Bozizé s'impose par un coup d'État, il est soutenu matériellement par Déby, mais je signale qu'auparavant, il a fait ses déclarations depuis Paris, ce qui montre assez bien quand même qu'il y avait un très bon accord. Moi, je vous remercie de préciser tout ça, parce que votre intervention montre bien comment aussi l'opinion que se font des citoyennes et des citoyens est largement conditionnée par des manipulations à la fois politiques et médiatiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu cruel avec les journalistes, mais je trouve qu'ils ne font pas toujours assez de travail d'enquête et qu'ils se contentent tous d'une même vérité. On a une presse trop politiquement correcte, je dirais. Enfin, parfois, on s'est aperçu que c'est n'importe. Comme tu l'as dit, Déby a financé Bozizé, mais Déby a financé Bozizé, non seulement il l'a financé, mais il l'a soutenu. Et Bozizé, il est passé via le Tchad pour aller prendre le pouvoir, donc avec l'aide des militaires tchadiens. Et là, Déby, comme il ne veut plus continuer avec Bozizé, il l'a fait partir. Donc celui qui l'a mis au pouvoir et celui qui l'a fait partir. Voilà, une petite question. Oui, bonjour, je suis Sedze. Je voudrais attirer l'attention de l'intelligentsia africaine et particulièrement les jeunes gens qui sont étudiants en droit, je suis avocat moi-même, qu'il y a un mal francophone, véritablement, parce que de par ma profession, j'ai eu à plaider à Bamako en 2005, en juin 2005. Et Bamako, c'était pour moi une grande ville qui s'écoulait comme le fleuve du Liban, un peu tranquille. Sur mon Courba, le ATT n'avait pas, c'était pas un dictateur, c'était un bon pater familial, pas de soucis.
la vie était gérée par un coït en chantier. Alors, il se trouve que quand on veut se débarrasser de son chien, on lui trouve de la gale. Aujourd'hui, on lui reproche d'avoir mal géré le pouvoir, le problème Touareg, etc., etc. Mais dans les années 90, on a quand même pris à quitter un modèle lorsqu'il s'est débarrassé de Moussa Traoré et qui n'a pas voulu prendre le pouvoir directement, comme lui il était en réserve de la République, et que bon, il est revenu pour un militaire de manière démocratique, ce que d'autres pays auraient tellement souhaité. Donc, le Mali, comme le Bénin, était cité en exemple dans la nouvelle démocratisation en Afrique, le vent de l'Est, etc., etc. Donc, il y a un mal français, un mal francophone. Si vous prenez à côté du Mali et de la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana, les pays francophones ou lusophones n'ont pas de problème véritable de coup d'État. Ce sont des pays qui sont en pleine construction, en plein développement, qui, en tout cas, sortent du sous-développement. Donc, l'intellectuel africain doit se poser la question, même quand on aime la France, qu'on est francophile, pourquoi il y a toujours des coups d'État dans l'espace francophone? Il y a un problème là-dessus. Il y a un problème parce que si on ne se pose pas cette problématique, on va toujours avancer avec des théories des années 60, 80, 90 et c'est toujours l'éternel recommencement. Alors, il y a un problème francophone, j'aime la France, j'ai fait mes études ici, mais les politiques françaises, qu'elles soient de droite ou de gauche, sont toujours en train de tourner dans le colonialisme, le néocolonialisme. On a l'exemple le plus éclatant, c'est celui de la Côte d'Ivoire, où un président a été élu, réélu, élu en 2000, s'est pris un coup d'État en 2002, aujourd'hui il se retrouve à la haie, alors que c'est lui qui a gagné les élections, Laurent Gbagbo. Donc voyez-vous, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un mal francophone qui, à travers la France-Afrique, que nous devons combattre, si nous voulons sortir de ce développement. Oui, alors, oui Serge, effectivement, sur la France-Afrique, on est d'accord que les choses, cette relation un peu particulière entre la France et les anciennes colonies, il va falloir tourner la page. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même les élites françaises, enfin, en tout cas Hollande, dans toute la campagne, c'était de dire la France-Afrique, les interventions militaires, c'est terminé. Mais le problème, qu'est-ce qu'on fait face à des États qui se retrouvent totalement démunis, sans armée, sans cette force régalienne, une justice qui fonctionne? Moi, je dis simplement, le problème, il faut partir d'abord de nos pays. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place des systèmes, des institutions qui marchent? Et comment gérer nos ressources de sorte que les gens ne viennent pas nous les piller? Ça fait 40 ans, 50 ans, la plupart des pays africains maintenant sont indépendants. Mais la bataille donc, pour l'indépendance économique, il faut que les acteurs s'en saisissent. Et c'est ça qui ne se fait pas. Et donc forcément, les multinationales qui arrivent, ils sont obligés, ils regardent que leurs intérêts. Par contre, c'est pour ça que je pense que le problème se situe au niveau du jeu politique. Comment mettre en place des systèmes politiques pérennes avec des compétitions dans des critères et des conditions saines, éviter les conflits. Vous avez évoqué la crise ivoirienne, et c'est vrai que nous, on a observé les autres pays, la situation ivoirienne de manière dramatique. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'affrontement qui a gagné les élections. C'est qui est sûr, on a vu tout ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui a payé tout ça? C'est le peuple ivoirien. Des affrontements, une guerre civile. Et c'est pour ça que je posais le problème beaucoup plus large. Comment on fait pour éviter chaque fois que des rébellions naissent dans des pays voisins et qui déstabilisent, des rébellions qui naissent avec des soutiens souvent de chefs d'État voisins, de réseaux, et quelquefois des gens dans le propre pays qui prennent les armes contre leur pays. Donc ça, c'est des problèmes de fond. Après, on peut justifier avec tout ce qu'on veut, l'ethnie, la région, ou je suis du Nord, je suis du Sud, ou l'ivoirité. Ce sont ces concepts-là. Il va falloir que les gens, on redescende sur Terre et qu'on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos pays et comment on fait pour que les choses marchent. Et selon des règles. La démocratie, c'est des règles. Et les règles, il faut que les gens puissent les garantir.
C'est ça qui manque quelquefois dans nos pays. Et forcément, nous, quand on a des systèmes où on peut avoir l'impunité totale parce qu'on est du parti au pouvoir ou parce qu'on est au pouvoir, et forcément, on crée de l'opposition et quelquefois une opposition armée. Les gens prennent les armes aussi quelquefois parce qu'ils ne peuvent plus. Je ne suis pas là pour cautionner ce mode d'accession au pouvoir, je l'ai précisé. Pour le cas du Mali, on a dit assez, effectivement, ATT était un démocrate, ça tout le monde ne peut pas le nier, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas le charisme nécessaire pour gérer une situation du Mali compliquée. Un pays aussi vaste, un pays aussi... j'ai parlé de cette région du Kidal qui est restée depuis l'indépendance du Mali problématique, avec des enjeux sécuritaires parce que c'est frontalier avec l'Algérie, c'est pas très loin de la Libye. Il était un militaire, donc on peut dire tout ce qu'on veut effectivement sur sa gestion. La gestion était quand même catastrophique. Sur l'école, le Mali, depuis que le Mali est rentré en démocratisation, on n'a pas eu une seule année normale, de 91 à aujourd'hui à 2013. Donc ATT, que ce soit Konaré, les 10 ans de Konaré, et ATT était un militaire, c'était quand même un général. Mais comment peut-on expliquer qu'un général se retrouve à la tête d'un pays où c'est son premier échec, c'est vraiment l'armée malienne, qui était l'une des plus vigoureuses d'Afrique de l'Ouest, en tout cas à Moussa Traoré. Donc c'est ça aussi, c'est des questions simples de gestion. Et puis après, effectivement, sur les accointances internationales, je vous rejoins totalement là-dessus, mais et le problème francophone, je pense que ce n'est pas seulement un problème francophone, c'est un problème des élites. Il faut que les élites se saisissent des vrais dossiers, tout simplement, qu'on arrête de faire diversion en pensant toujours que les problèmes sont manipulés, et que l'Afrique est manipulée de l'étranger. Donc ce paradigme du joug, moi je pense que c'est nous qui sommes enfermés d'abord là-dedans. Évidemment, le Ghana fonctionne, mais le Nigeria est toujours bordélique. Il est anglophone, le Nigeria. On voit bien, le Nigeria est passé de 3 États à 30. Parce que sa manne pétrolière lui crée autant de difficultés dans la répartition de la manne pétrolière. Chaque 5 ans, il y a un nouvel État qui se crée. Et aujourd'hui, tout le nord du Nigeria est aussi en proie à des djihadistes de Boko Haram. Voilà, donc je pense que le problème, il est là. Le fond du problème, c'est comment on met en place des systèmes pérennes, politiques, qui soient adaptés à nos réalités et qui prennent en cause réellement les problèmes des gens. Les Africains de tous les jours, comment on gère les municipalités, les mairies, comment on met en place un système de démocratie locale, un système d'administration avec les outils d'aujourd'hui, de l'Afrique d'aujourd'hui. Oui, il y a une question. Moi, c'est Abdoulaye. Je suis originaire de la Guinée-Conakry. Moi, je pense que la communauté internationale et la France en particulier prennent à la légère les risques d'instabilité sociopolitique. Tout récemment, lors d'une manifestation politique de l'opposition, on a entendu des jeunes manifestants demander à leurs leaders politiques de leur donner des armes pour mettre fin au pouvoir d'Alpha Condé. Le pouvoir ne réagit pas, la communauté internationale ne réagit pas non plus. On sait qu'il y a des accointances entre l'international socialiste, dont Alpha Condé, le président actuel de la Guinée, fait partie, et le pouvoir actuel de Conakry. Et je voudrais, au regard de tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, je voudrais avoir le regard que porte le Parti socialiste sur la gouvernance Alpha Condé. Par rapport à cette question particulière de la Alpha Condé, international socialiste, dont François Hollande ne fait pas attention à ce qui se passe en Guinée. Moi j'ai été responsable du Parti socialiste sur les questions africaines de 1993 à 2006. Le premier exemple, le premier chef d'État qui a émergé, qui s'est fait élire en 2000, c'est Laurent Gbagbo, qui était non seulement pas membre, mais il était même une des personnes éminentes d'Afrique de l'international socialiste. Ce
qui n'a pas empêché François Hollande de dire en 2004 qu'il était infréquentable. D'ailleurs, moi-même étant délégué national, mes relations sur cette question-là avec François Hollande ne sont pas particulièrement glorieuses, quoi. Elles sont inexistantes. Donc ça, je pourrais en parler très savamment des rapports entre les États. Il ne faut pas confondre les États et les partis. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, je ne sais pas, l'autre jour, François Hollande a dit qu'il n'était pas un président socialiste. Donc, quand on est chef d'État, je ne sais plus, Alpha Condé, ça fait quand même un moment qu'il a pu fréquenter les arènes de l'international socialiste, hein, si vous voulez mon sentiment. Je crois savoir, hein, parce que moi j'ai beaucoup travaillé à toute cette époque, depuis 91 au moins jusqu'à 2006, je peux effectivement confirmer vos propos. Effectivement, le parti d'Alpha Condé est membre de l'international socialiste depuis 1999. Maintenant, pour autant, je ne pense pas que les autorités françaises, l'État français, aient une vue particulièrement positive de ce qui se passe en Guinée. Je ne peux pas aller plus loin parce que je ne suis pas habilité à parler au nom du PS aujourd'hui, étant délégué national, mais j'ai le sentiment que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ce que vous pouvez penser. Le cas contraire, c'est le cas ivoirien. Je dois dire qu'aujourd'hui, je m'étonne parfois que l'on ferme les yeux sur ce qui se passe alors que c'est un président libéral qui est au pouvoir, alors qu'avant, dès que le président socialiste réprimait une manifestation, c'était tombeau d'injures. Hein. Donc je veux dire, ce n'est pas souvent aussi automatique qu'on pourrait le penser. Maintenant, je voudrais revenir sur le mal francophone très vite, parce que moi, je vais vous donner une réponse de... Ouais, je crois être un homme de gauche, hein. En tout cas un homme de conviction, puisque je crois savoir que sur certains cas, ma liberté de parole m'a quand même coûté assez cher. En tout cas, aujourd'hui, je ne semble pas exister pour certains. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, et comme vous le dites, que l'on soit de droite ou de gauche, l'État français, la France, est ce qu'elle est parce qu'il y a l'Afrique. Je m'explique. Non, mais parce qu'il y a sa position à l'ONU. Aujourd'hui, regardez, vous avez 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, les États-Unis, la Russie, ex-Union soviétique, et qui sont les deux autres? Les deux anciennes puissances coloniales européennes, la Grande-Bretagne et la France. Vous voyez donc, nous avons des institutions à l'échelle mondiale qui ne sont pas du tout adaptées à notre époque. Mais la France, je crois que ce n'est pas demain qu'elle va dire mais prenez notre siège et on va mettre l'Europe. D'ailleurs, ça risquerait d'être compliqué, parce qu'avec l'Allemagne et tout ça. Donc je crois qu'il faut être lucide. La France doit à l'Afrique sa place dans le monde. Au niveau énergétique, l'uranium et le pétrole, c'est moins connu pour le pétrole, mais je vous signale quand même que Total enlève plus du tiers de son extraction du continent africain, alors qu'en général on pense que c'est le Proche-Orient. Le Proche-Orient, c'est même 2% de moins que l'Afrique. Pour l'uranium, c'est pareil. Le Niger, la Namibie, etc. C'est-à-dire sur des questions, et à cela, vous ajoutez la dimension militaire que l'on vient de voir au Mali. Eh bien, je vais vous le dire, moi j'arrive à un âge quand même un peu avancé, à 64 balais, je prétends être toujours de gauche, mais je me suis dit, tu as passé toute ta vie à militer dans des partis politiques, mais si tu as une responsabilité d'État, est-ce que tu vas être en capacité de prendre une décision politique qui irait à l'encontre des intérêts de l'État français, alors que le peuple français t'a élu pour défendre les intérêts de ton pays? C'est ça le vrai problème, je ne vais pas dire philosophique, c'est le vrai problème politique. Alors c'est vrai, aujourd'hui je vous entends dire qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pareil. Moi je pense que c'est pas pareil à l'échelle hexagonale, dans le cadre de toutes nos revendications sociales, etc. Mais je ne suis pas loin de penser que vous n'avez pas tout à fait tort quand il s'agit des relations internationales
et que sur ces relations internationales se crée un véritable consensus entre la droite et la gauche. Voilà, je crois qu'il faut qu'on ait la lucidité de le reconnaître. On ne va pas s'auto-flageller, c'est pas ça qui me fera changer que je serai à gauche jusqu'à mon dernier souffle, mais pour avoir occupé ces fonctions de responsabilité par rapport à la relation entre la France et les États d'Afrique, j'en suis arrivé à cette conclusion. Et je peux même vous dire que sur des cas, et j'ai écrit des bouquins là-dessus, notamment le cas ivoirien, quand j'ai écrit à Gueule-Jean-sur-Seine, je mets bien la phrase que m'a adressée un ancien Premier ministre français. Il m'a dit « Guy, tes positions sont dangereuses, nous sommes français ». Et il était de gauche, et ça a été même un des premiers ministres de France les plus à gauche. Donc, je suis obligé de tirer cette conclusion que c'est parce que la France est ce qu'elle est de par l'Afrique. Alors ça va être extrêmement compliqué de modifier la nature de la relation, qui reste encore en partie tutélaire, parce que il faudra, moi je me dis qu'elle va plus évoluer quand va se former une génération de chefs d'État et plus sensible aux aspirations des peuples. Je veux dire que l'évolution, elle se fera plutôt depuis l'Afrique que depuis ici. Parce qu'ici, que vous soyez à gauche, si le peuple français vous a élu, vous n'allez pas prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de votre pays. Sinon, votre peuple va être... ah mais, je vous vois hocher la tête, c'est très intéressant, mais excusez-moi, mais toute la discussion qu'on vient d'avoir, l'intervention de M. Mamad Souleiman tout à l'heure, qui dit « Je suis pessimiste quand je vois que… » François Hollande, je peux vous dire, hein, on a fait des manifs par rapport à la situation d'Ibni, sa disparition, avec celui qui est aujourd'hui conseiller à l'Élysée. Donc il est parfaitement au courant du problème. Mais il exerce une fonction dans l'État désormais. Et aujourd'hui, le comportement de l'armée tchadienne par rapport à l'intervention française au Mali oblige au silence diplomatique. Et pourtant, je peux vous dire que ce gars-là, je le connais parfaitement, et je sais parfaitement quel est son sentiment. Mais lui, où il parle, il perd sa place, où il est en rouage de l'État français. Moi, j'ai fait une expérience, je suis allé très loin, et je me suis aperçu que finalement, quand vous avez des positions assez de conviction, vous vous rendez compte qu'elles arrivent en contradiction avec les rapports qui existent au niveau étatique. Excusez-moi, je me suis un peu éloigné du débat, mais je trouve que, parce que, si vous voulez, je me permets de dire ça parce que je l'ai vécu à travers des individus. Et moi-même aujourd'hui, quand François Hollande a remporté l'élection, tout le monde a dit « Ah, mais il a averti, il va avoir une fonction, etc. » Je n'ai rien eu. Et je n'attendais rien parce que j'étais conscient de ce problème. Il y a eu un désaccord profond sur un cas d'État, et ça vous rend infréquentable. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient. Maintenant, je reste à gauche jusqu'au bout parce que je sais que dans l'espace territorial français, moi je suis retraité, mais je sais que ça veut dire que se bat pour des acquis sociaux, etc. Et je dis non, la gauche c'est pas pareil que la droite. Mais sur les relations internationales, je ne suis pas loin de penser que vous avez raison à 85%. Bonsoir, je m'appelle Djibril Zerigo, je suis militant PLD. Je réside à Rouen-Orléans, je suis venu pour assister dans les enfants. Ma première question à M. Guy Labarthier, par rapport au dossier il y a de cela une plainte qui a été déposée au parquet de Paris. Je voulais juste savoir si vous êtes au courant ou pas. Ce qu'on est arrivé jusqu'à maintenant par rapport à la plainte qui a été déposée. Deuxième question, moi je suis né en Centrafrique. Depuis l'arrivée au pouvoir de Idriss Déby, on a eu vraiment des soucis par rapport aux Tchadiens qui sont en République centrafricaine, ils sont vraiment en danger. Moi je trouve que le vrai djihadiste c'est Déby. Parce que vu
au problème qu'il avait mis au niveau du centre-ville. Là, on est vraiment en conflit entre le Tchadien et le centre-africain, seulement ensemble. Je vous remercie. Je me demande par rapport à la question sur la plainte qui a été déposée. Le parquet de Paris a dit la plainte elle est non recevable parce que le problème c'est entre l'État tchadien et le parti de Ibni. Donc sur ça, ils n'ont pas accepté la plainte que nous avons portée. Et après, comme Ibni, il a eu un fils qui est né en France et qui a la nationalité française, donc maintenant c'est son fils aîné qui a porté la plainte en tant que Français pour déterminer la vérité sur le sort de son père. Et là, cette plainte a été recevable et on attend la suite. Voilà, merci. Et tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai oublié de dire, c'est plus que l'oubli, c'est quand même pas de ma part, que d'une part, il y a le parti pour les libertés de développement, la famille, qui mène une action, évidemment, pour faire la lumière sur le dossier, et également des associations de mathématiciennes, puisqu'il y a un prix unique qui a été créé, etc. Et il y a aussi deux parlementaires, qui sont deux sénateurs socialistes, Gaëtan Gors et Jean-Pierre Sueur, qui conduisent quand même une action régulière depuis des années. Hein, et qui d'ailleurs, quand Hollande, moi je sais, parce que c'est le dernier jour où j'ai fini d'écrire le bouquin le 5 décembre 2012, donc je sais que c'est ce jour-là que Hollande a reçu Déby à l'Élysée, et que ce jour-là, les sénateurs en question, plus des associations, Amnesty International, les associations de matériel, je ne veux pas, si je ne les cite pas toutes, en tout cas toutes les associations engagées ont demandé à François Hollande de faire toute la lumière sur la situation du Omar Mohamed Saleh. Voilà, j'ai oublié de souligner, mais je conclus mon bouquin sur cela. Voilà. Si on a répondu là, je crois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, je voudrais juste intervenir. Je suis de gauche, je suis un citoyen, et je trouve scandaleux que la France ait une main prise sur l'Afrique et qu'elle vole les richesses de ce pays. Elle s'en met plein les poches, et que ces gens-là vivent, ne profitent pas de ces richesses comme Total, Areva, ça profite à ces gens-là. Moi, je suis citoyen et j'ai pas envie d'être impliqué dans cette triste affaire. Les richesses doivent rester à ce pays et doivent être au service de l'Afrique et non au service de la France. Et il faut que la France se retire de ce pays, aussi bien du Mali que d'ailleurs, et qu'elle arrête d'avoir une main prise sur l'Afrique comme elle l'a depuis très longtemps, soutenue par, je dirais, des gouvernements qui acceptent que la France a la même prise sur ce pays. Il faut que l'Afrique puisse profiter de ses richesses, et c'est comme ça qu'elle se sortira de cette emprise de la France et de d'autres, pour qu'elle puisse sortir et émerger et avoir son indépendance et avoir non plus la possibilité d'avoir besoin je dirais, de l'Europe ou je dirais de la France. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, la France est comme un sauveur en arrivant pour sauver l'Afrique, alors que si elle avait les moyens de pouvoir céder, eh bien, elle n'aurait pas besoin de la France, et la France n'a qu'à rester chez elle, et non aller occuper l'Afrique. Moi, écoutez, j'ai bien vu tout à l'heure quand ce que j'ai dit vous a choqué quand je dis la France est ce qu'elle est, que parce qu'il y a l'Afrique. Mais vous le dites d'une autre façon. Mais ils vont vous dire, les pétroliers, ils vont vous dire, ah oui d'accord, que ce soit surtout sur les gros investissements énergétiques. Je ne vais pas me faire la vôtre d'Areva ou de Total. Mais enfin, vous êtes bien gentil de dire, bon, ben maintenant vous vous débrouillez, vous avez du pétrole, oui, à 3000 mètres en dessous de la mer, vous débrouillez, on vous le laisse. C'est-à-dire, moi je suis complètement d'accord avec vous, et j'ai passé ma vie à dénoncer ces formes de pillage, mais c'est pas en claquant du doigt que vous pouvez remettre tout à cela. Bon, aujourd'hui, vous avez, bon,
c'est évident sur les questions énergétiques, sur l'uranium. C'est pas parce que vous avez de l'uranium sous votre terre que vous allez faire une centrale nucléaire comme ça, en claquant des doigts. Et là, ça pose effectivement tout le problème des inégalités au plan technologique, etc. Ça pose le problème du transfert de technologie, etc. Sauf que les transferts de technologie, eh ben, on les fait quand il y a un minimum d'accord. Aujourd'hui, la Chine a imposé que, bon, évidemment, quand on leur construit un TGV, ils savent vite le pomper et faire eux-mêmes les trucs après. Mais par rapport aujourd'hui au continent africain, moi, ce que vous dites, effectivement, c'est dans un monde idéal que les Africains profitent de leur richesse, mais en l'occurrence, pour ce qui est de toutes les richesses minières, il y a une capacité d'investissement nécessaire qui fait que vous n'avez pas une réponse du jour au lendemain, que vous soyez de droite ou que vous soyez de gauche. Mais moi, j'adhère à votre... C'est l'idéal d'un homme de gauche, que chacun puisse bénéficier justement de ses propres richesses. Mais vous avez raison de l'affirmer, parce qu'on l'affirme, c'est vrai, de moins en moins. Mais c'est vrai que quand vous êtes un petit peu dans le cambouis de l'action, vous vous rendez compte que c'est du jour au lendemain un peu complexe. Ibrahim, peut-être. Oui, je vous rejoins effectivement. C'est sûr que si on pouvait avoir de manière mécanique régler ces questions-là, personne ne peut être contre. Mais c'est pour ça que je reviens toujours au combat démocratique. Parce qu'on pourra mieux contrôler ces ressources que si on a en place des régimes démocratiques qui représentent une légitimité. Une légitimité. Quand on a des pouvoirs qui ne sont pas de légitimité, ils peuvent se permettre de brader leur pétrole ou brader leur uranium au premier venu. Parce qu'ils ont besoin de ces ressources pour après investir dans des moyens de répression. Donc ça peut se faire d'abord aussi qu'en responsabilisant les Africains pour qu'ils s'approprient leurs ressources. S'ils ne peuvent pas les exploiter tout de suite, quitte à attendre 20-30 ans, mais former des ingénieurs africains pour exploiter les ressources de leur pays. Mais pour ça, il faut mettre en place des structures. Alors, vous avez parlé tout de suite de la formation. Évidemment, ça fait 30, 40 ans que ces pays sont tous pourris. Moi, j'ai toujours dit que c'est la malédiction, d'ailleurs, des ressources minières. La première ressource d'un pays, c'est d'abord ses hommes et ses femmes. Et la qualité de formation qu'ils ont. Et leur capacité à sécréter du développement, mais un développement endogène. Parce que ça ne sert à rien, on peut toujours construire des grands éléphants blancs, des grandes basiliques, si on ne peut même pas les entretenir, ça ne sert à rien. Ou les carreaux sont importés par Bouygues. Donc le problème, il est là. Les ressources, c'est sûr, tout le monde veut qu'elles restent en Afrique. Il y a des modèles quand même que certains pays sont en train d'expérimenter. Je sais que le Botswana est un modèle qui marche très bien, ces ressources, beaucoup de diamants, et le pouvoir du Botswana les réinjecte dans le développement. Et aujourd'hui, c'est un pays qui marche très très bien. Pas de rébellion, pas de guerre civile. On a le modèle norvégien. La Norvège utilise tout son pétrole et le met dans un fonds d'investissement qui est bloqué et n'a pas pour les générations futures. Donc l'Afrique peut s'inspirer de certains modèles. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est toujours dans ces schémas géopolitiques? Parce qu'on ne voit les choses que par ses ressources. Il y a un ami guinéen qui est là. La Guinée est un scandale géologique. Mais regardez les chiffres de la Guinée sur le PIB, sur l'indice de développement humain. C'est un pays très pauvre. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit... C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. C'est d'abord comment on apporte de l'eau, de l'électricité, des systèmes qui marchent. Et après, on peut s'attaquer à l'uranium, au pétrole. Mais souvent, on fantasme très vite sur ces ressources. Et quand ils y sont, ils sont exploités par des compagnies qui vont voir que leurs intérêts. Et puis, les pays ne touchent que 10 à 11% souvent de la ressource. Parce qu'une fois que tout est payé, et ces 10% sont détournés malheureusement en plus par les régimes corrompus. Donc, les populations ne voient rien. Le Mali produit 50 tonnes d'or par an. Quand on voit le cours de l'or aujourd'hui, c'est une ressource importante. Mais quel Malien peut voir la couleur de l'or malien? Très peu. Bon, après, effectivement, les conflits se nourrissent aussi par des supposés. Le nord du Mali, on a dit, voilà, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, et c'est pour ça que les mouvements Touareg veulent l'indépendance. Mais dans la réalité, quand on regarde ces ressources, elles sont loin d'être exploitables, elles sont loin des ports, et c'est simplement des prévisions. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de population, beaucoup de
gens formés pour pouvoir les exploiter. Donc si on se lance là-dedans, on va faire venir des Australiens, mais ils sont, voilà, une entreprise privée, elle regarde d'abord ses intérêts, quels qu'ils soient. Mesdames et messieurs, il est 20h45. Dernière question et ou intervention. Alors, voilà, bon. Alors, soyez très brefs, parce qu'à 21h, nos autres vont nous mettre dehors. Donc, il faut être bref. Il y a 3 dernières interventions. Après, on revient sur le plateau et on conclut. Merci. Soyez brefs. Oui, bon, je vais être très bref. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une petite contribution. Et ce que je vais dire, ça va être très court. Je retiens une chose, la tutelle. D'accord? Et ensuite, l'esprit d'indépendance, qui passe par la mise en place des institutions qui sont fortes. Voilà le problème que nous avons en Afrique. D'accord? Est-ce que le maître va laisser l'esclave s'affranchir? C'est une question qui se pose. Est-ce que l'esclave a la volonté de s'affranchir de la tutelle? Voilà, ça c'est des questions qu'on se pose à nous tous, Africains. Les discours qu'on fait là, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà. Le Mali est agressé, d'accord? C'est un problème malien, d'accord? C'est un problème africain, d'accord? Qu'est-ce que l'Afrique a pu faire? Je comprends qu'il y ait une solidarité internationale à ce niveau-là, tout à fait. Mais que faisons-nous nous-mêmes, à notre propre niveau? On parle de la corruption, mais qui corrompt qui? On ne parle jamais du corrupteur, on parle toujours de la corruption. Est-ce qu'on peut faire des élections démocratiques dans un pays en Afrique et proclamer des résultats de façon légale si celui qui est pressenti être le futur président n'a pas la bénédiction de cette fameuse communauté internationale composée de quelques pays seulement? Est-ce que l'Afrique, le savoir qu'il porte, est-ce que les Africains eux-mêmes sont capables d'avoir une voix unique et qui porte? Qui demande aux Occidentaux d'intervenir? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Les élections sont passées. C'est en France qu'on a décidé tout de suite, celui-ci va partir. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème des Africains. C'est parce que les Africains eux-mêmes ont ouvert la porte. Mais si les Africains s'étaient rassemblés pour dire, nous avons nos problèmes, discutons à l'africaine, trouvons des solutions à l'africaine, je pense qu'on ne serait pas en train de dire la France ou ceci ou cela aussi. Donc je pense que les torts sont partagés. Il y a d'un côté celui qui a le gâteau, qui veut le préserver, c'est naturel, et puis à l'autre côté, celui qui est là, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui et à lui seul, et qui ne pense pas à l'intérêt de son peuple. Le plan d'Afrique, c'est trop vrai. Bonsoir, moi je m'appelle Ela Jipaï, je suis sénégalais, franco-sénégalais. Mais je crois que les rapports entre l'Europe, disons l'Occident et l'Afrique, le principal problème, il n'y a pas une volonté politique des Occidentaux vers l'Afrique. Puisque comme disait De Gaulle, il n'y a que les intérêts des jeunes étudiants, il l'a dit. L'exemple que je vous mets, regardez, Mitterrand même avait vanté la démocratie au Congo à l'époque, quand il y a eu les élections que Pascal Lissouba avait gagné démocratiquement Denis Sassou Nguesso. Et quand Denis Sassou Nguesso s'est mis dans la rébellion, c'est les bateaux de Elf Aquitaine qui apportaient les armes. En Afrique, il n'y a pas d'industrie d'armement. Tous les armes viennent d'ailleurs. Soit c'est pas tant que les Africains, quand les chefs d'État africains ils sont gangrénés par la corruption, ils achètent des immeubles à Paris. Et ça, la France ou l'Europe ou en Angleterre, ils devraient mettre fin à ces pratiques. Puisqu'on ne pourra jamais asseoir la démocratie en Afrique tant que l'Europe ou bien l'Occident, je dis, arrête ces pratiques
au niveau de l'Afrique, qui a toujours l'intérêt qui prévaut pour eux. Ça c'est clair, parce qu'Ali Souba, il était élu démocratiquement, tout le monde s'en était félicité, mais c'est Elf, puisqu'il a eu le courage de dire à le président, ben, regardez combien d'années vous exploitez le pétrole ici. Si on compte, il y a le pays, le Congo ne gagne jamais sur le pétrole. Il lui a répondu, ben, c'est écrit textuellement sur le canal enchaîné à l'époque, que vous êtes un con, si vous attaquez ça, vous allez partir. Et il avait porté plainte, même contre la France, c'était sans suite. Donc je crois que le problème c'est que l'Europe n'a pas assez de volonté politique, puisque c'est ses anciennes colonies, mais ils ont des intérêts préservés, et que les Africains aussi, il faut qu'ils se mobilisent avec la société civile partout pour dénoncer ça. Et sinon, il y aura toujours des conflits. Toujours. Je vous remercie. Voilà, donc je vous invite à conclure. Ibrahima, j'aimerais que vous nous parliez un peu de chef putschiste malien, Sonko, parce qu'il est pour quelque chose aussi dans l'affaire du Mali, donc on n'en a pas parlé. J'aimerais que vous parliez de cet homme et quelles étaient ses ambitions, qu'est-ce qu'il devient, parce que là on n'entend plus parler beaucoup de lui, mais il était pour quelque chose pour cette affaire. Oui, alors pour Sanogo, j'avais abordé rapidement, mais c'est vrai que quand j'évoquais les deux grands écueils du Mali, donc la crise politique à Bamako avec la junte militaire qui est toujours là, malgré l'intervention française, on pensait peut-être que Sanogo allait être arrêté rapidement, non. Donc il est là, il pèse toujours, il est à la tête d'un comité de suivi de réforme de l'armée, mais qui est une coquille vide. Alors, il a 4 millions de francs CFA par mois, une villa, tous les émoluments dus presque à un ancien chef d'État, parce que Diongoula veut tout simplement filer le bébé, le problème, Sanogo, à son successeur. Il ne veut pas trop et puis, comme il a nommé tous les appareils militaires actuels, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, il y a 4 ou 5 personnes dans le gouvernement intérimaire malien actuel qui ont été nommées par Sanogo. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours une influence, même si l'intervention, l'opération Serval l'a beaucoup fait taire, donc il ne parle pas beaucoup, mais il va falloir toujours trouver comment extirper Sanogo du jeu politique à Bamako. Et d'ailleurs, les candidats en lice pour les élections présidentielles de juillet sont tous en train d'essayer de voir, il est en train de négocier en fait comment il pourra survivre après ce régime de transition un peu ballon et qui a été d'ailleurs en partie torpillé par Sanogo et la junte. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que sans Sanogo, les djihadistes prendront le Mali. Parce que ATT il a été très très rompu. Oui, 2 secondes. Non mais Sanogo pense effectivement qu'il a sauvé le Mali, mais le problème de Sanogo, c'est que le coup d'État de Sanogo était d'abord une mutinerie. C'est une mutinerie qui a dégénéré en coup d'État. Sanogo n'a pas fait coup d'État, ils sont venus le chercher. Sanogo était un instructeur de l'armée, ce n'était pas quelqu'un de connu. Donc Sanogo a simplement vu là une opportunité, il a un réel charisme, personne ne peut le nier, mais c'est le coup d'État qui a précipité l'effondrement des régions nord du Mali. En faisant le coup d'État, Sanogo et ses copains, ils ont arrêté tous les officiers qui étaient au front à Gao. Le PC opérationnel était installé à Gao, donc la chaîne de commandement a été rompue. Et c'est pour ça que les mouvements armés ont pris les 3 régions en 3 jours. En 3 jours. Parce que le coup d'État, c'est le 22 mars. Et Tombouctou, Gao et Kidal se sont écroulés 10 jours après. Donc Sanogo peut dire tout ce qu'il peut, mais la réalité, c'est que ce coup d'État était inapproprié, ce n'était pas le bon moment. Et d'ailleurs,
tout ce qu'il avait dit au départ a été contredit et balayé. Écoutez ses discours au départ. Il avait fait le coup d'État pour restaurer la démocratie, pour reconquérir les régions nord, parce qu'il estimait que l'ATT avait abandonné l'armée malienne. Et aujourd'hui, c'est les Tchadiens qui viennent mourir pour libérer le nord du Mali. Sanogo et Bamako, ils se contentent d'une villa. Oui, mais quand même, sans lui... Et l'opération Serval, donc toute l'opération Serval, il n'est même pas consulté. Voilà, donc il y a quand même un problème. Tu fais un push pour libérer ton pays est gangréné, effectivement. Les étrangers viennent pour combattre, et Sanogo, on a dit où est-ce qu'il est. Par contre, c'est vrai qu'on a vu tout simplement le projet de Sanogo, c'était simplement de pouvoir diriger le Mali dans une transition et de profiter comme les autres, s'enrichir. Il pense quand même qu'il a sauvé le Mali. C'est sûr qu'il a une influence réelle sur les bérets verts, donc la caserne de Kati. Mais aujourd'hui, ceux qui sont réellement sur le front, ils n'obéissent pas à Sanogo. Oui, mais le sous-secrétaire d'État américain a dit que l'armée malienne est nulle. Nulle de nul. Donc c'est pas... Mais ça, on est d'accord. C'est ce que je vous dis. Non, mais ça, je vous dis. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit que c'est la faute de Sanogo. L'armée malienne, depuis 15-20 ans, elle est en déconfiture. Mais je dis que c'est pas la faute des dirigeants maliens successifs. Donc depuis Moussa Traoré, Sanogo a profité seulement d'une opportunité. C'est pour ça que je dis le problème de Sanogo, c'est la même chose que le MNLA. Ils ont profité d'une situation, il peut être au pouvoir, mais pourquoi il va se priver? Ils ont attaqué le palais présidentiel, le président suit, il voit que la chaise est vide, mais il s'installe. Tout simplement. Et d'ailleurs, l'affaire s'est compliquée avec la cadre sous le parapluie de Moussa Traoré. C'est parce que il y a eu cet accord qui a légitimé le coup d'État en essayant, la CEDEAO, de sortir un peu Sanogo du jeu, parce qu'il y avait eu un embargo, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc Sanogo était une partie, et toujours une partie du problème de la crise politique à Bamako. Je ne parle pas des arrestations, des tabassages, des hommes politiques intimidés, des journalistes arrêtés, enfin, la liste est très longue. Et Sanogo est tranquille. Et c'est ça qui pose aussi problème. Et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer un peu dans les problématiques sur l'impunité. Si on laisse des gens qui ont les mains sales, qui ont tué, qui ont torturé, tranquilles, comment voulez-vous que ces pays se reconstruisent dans la sérénité?